Donc je pense qu'on va commencer cet échange. Donc vous êtes nombreux, j'espère que la technique va suivre. Pour le coup, c'est une réunion d'échange autour de l'essai clinique ALOS qui arrive en France. Euh, je vais d'abord peut-être me présenter pour une partie des personnes. Donc je m'appelle Anthony Moisan, je suis le papa de 3 enfants, dont Héloïse qui a 6 ans, qui a le syndrome d'Angelman, et je suis aussi le président de FAST France. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, FAST c'est pour Foundation Angelman Syndrome Therapeutics. Et on partage la même mission, à savoir d'apporter demain des traitements qui permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes par le syndrome d'Angelman. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'entendent pas. Ah, on a un problème de son? Est-ce que vous nous entendez? Ouais, on vous entend. Hein. Oui, bien. On vous entend bien. Bon, très bien alors. Oui. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de son, je vous invite peut-être à vous reconnecter. C'est peut-être un problème de connexion. Ah, enfin, cela dit, ils ne m'entendent pas, donc je vais leur répondre. Très bien. On va continuer. Et dans tous les cas, on enregistre la session, donc les personnes pourront regarder a posteriori la présentation. Donc oui, j'étais en train de présenter FAST d'un point de vue global, et les objectifs spécifiques de FAST France, ils sont de l'ordre de 3. Le premier objectif, c'est éduquer sur la recherche translationnelle en langue française. Le deuxième objectif, c'est de créer des conditions favorables pour que des essais cliniques puissent avoir lieu sur le territoire national. Et le troisième objectif, c'est lever des fonds pour financer la recherche. Alors, je voulais profiter aussi de cette introduction pour remercier toutes les associations de familles françaises. Donc je parle de l'AFSA, je parle de Syndrome Angelman France, qui ont relayé largement cette invitation. Et je voulais aussi en profiter pour remercier particulièrement le professeur Baïbisson de la PHP Necker, qui va réaliser une grande partie de cette présentation et qui est support depuis le début de la création de FAST France. Alors cette présentation va se faire en différentes parties. La première partie, on va présenter qu'est-ce que le syndrome d'Angelman, pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. La deuxième partie sera consacrée à qu'est-ce qu'un essai clinique et les questions qu'on doit se poser lorsqu'on a un essai clinique. Et la dernière partie sera en lien avec le design de l'essai IONIS. Et bien sûr, on se garde un temps de questions-réponses, et je vous encourage soit à prendre la parole en fin de présentation, soit à poser vos questions à travers le chat, où on pourra débriefer, on va dire, à la fin de chaque partie, éventuellement. Alors, pour des questions, en termes de modalités, comme je l'ai dit, cette présentation va être enregistrée. Je vous invite aussi à couper vos micros pour pas qu'on ait le retour son lors des présentations, et à l'ouvrir au moment des questions. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut passer maintenant à la première partie, qui est qu'est-ce que le syndrome d'Angelman. Alors, pour présenter le syndrome d'Angelman, il faut faire un peu de biologie. Donc on va revenir au niveau d'une cellule chez un être humain. Et le matériel génétique est composé de 46 chromosomes au sein d'une cellule d'un être humain. Ces chromosomes sont organisés par paires, donc on en a 23. Pour chaque paire, on a une partie qui provient de notre père et une autre partie qui provient de notre mère. Alors, les chromosomes, ils servent globalement à exprimer, ils comportent des gènes qui permettent l'expression, on va dire, de protéines qui sont utiles pour tout le fonctionnement du corps. Et le syndrome d'Angelman, il est provoqué par une forte diminution de l'expression d'un gène, qui a un nom un peu spécial, UBE3A, qui est localisé sur la paire de chromosomes 15. Alors, la prévalence de cette maladie, on est les estimations entre 1 sur 12 000 et 1 sur 20 000 naissances par an. Ça fait de l'ordre de 50 enfants, on va dire, en France. Ah, est-ce que vous pouvez fermer votre micro parce qu'on a un petit problème de retour. Cette maladie génétique est souvent le fruit du hasard et elle est rarement héritée. Donc maintenant, on va faire un focus un peu plus sur le chromosome 15. Donc là, vous voyez à gauche, au microscope, l'allèle maternel et l'allèle paternel, donc les deux copies du gène, les deux copies du chromosome, je veux dire plutôt. Et sur la partie de droite, vous allez voir une représentation schématique des deux allèles avec la séquence de gènes. Et on va s'intéresser plus particulièrement au gène UBE3A qui est matérialisé. Donc, ce gène UBE3A, en fait, il subit ce qu'on appelle une empreinte génomique. C'est-à-dire qu'il s'exprime uniquement à travers l'un des deux allèles. Et dans le cas du syndrome d'Angelman, c'est uniquement l'allèle maternel qui code. L'allèle paternel est dit silencieux. Et vous pouvez voir sur la représentation
qu'on a un stop sur l'allèle paternel au niveau du UBE3A avec un transcrit antisense qui s'appelle UBE3A ATS, qui fait que justement l'expression de ce gène ne se fait pas sur l'allèle paternel. Et on va voir que la problématique du syndrome d'Angelman est essentiellement liée au fait que l'expression du gène sur la copie maternelle se fait de manière erronée ou pas. Donc on va voir maintenant les différentes formes. Donc le syndrome d'Angelman, ce qu'on vient de dire, c'est une perturbation de l'expression UBE3A de l'allèle maternelle qui entraîne une réduction de la protéine du même nom, UBE3A, ubiquitin ligase, dans le système nerveux central. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette protéine est essentielle puisqu'elle permet de taguer les protéines à dégrader. Pour vous donner une image, vous prenez par exemple un transistor avec différentes stations de radio. Votre enfant Angelman, du fait qu'il n'a pas cette protéine en quantité suffisante, il va avoir en même temps différentes stations de radio. Et donc, pour le coup, si vous avez à la fois Énergie, France Info et Chéri FM, vous allez entendre un bruit. Donc, c'est vraiment problématique. Donc, on peut dire que dans cette image, la diminution de la protéine, c'est qu'on n'a pas une bonne molette pour sélectionner la bonne fréquence. Donc, après, quelles sont les causes, on va dire, génétiques du syndrome d'Angelman? Alors là, je vais prendre une autre image. On va prendre l'image que le gène UBE3A est un code barre et on va imaginer qu'on a un pistolet pour décrypter le code barre. Alors sur l'expression normale qui est complètement à gauche, si je mets mon pistolet sur l'allèle paternel, il ne va rien se passer puisqu'on a l'empreinte génomique, donc l'UBE3A est silencieux. Par contre, si je me mets sur l'allèle maternel, là je vais avoir un code barre et je vais avoir une expression de la protéine. Alors, pour 70 à 80% des personnes qui souffrent du syndrome d'Angelman, ce qu'on observe, c'est une délétion. C'est relativement simple à exposer. C'est juste, si je prends mon pistolet et que je regarde l'allèle maternel où se situe l'UBE3A, en fait, j'ai rien, j'ai pas de code barre. Donc, pour le coup, il ne va pas y avoir d'émission de la protéine. Pour d'autres personnes, de l'ordre de 10%, on a ce qu'on appelle un phénomène de mutation. Donc, on a bien un code barre au niveau de l'UBE3A, mais on a une inversion entre les chiffres. Donc, pour le coup, la protéine qui va en résulter va être non fonctionnelle. Alors, pour d'autres personnes encore, on a ce qu'on appelle la dysomie uniparentale. Alors là, c'est une anomalie génétique où, au lieu de recevoir une copie maternelle et une copie paternelle, on reçoit deux copies paternelles. Et comme on a vu préalablement que le gène est silencieux sur la copie paternelle, il n'y a pas d'expression du BE3A. Alors, pour le défaut d'empreinte, j'étais un peu plus embêté pour l'image, mais c'est comme si on scannait la partie maternelle. On a bien un code UBE3A, mais celui-ci a été écrit par un médecin qui en plus était gaucher. Donc, autant mieux se dire que l'UBE3A va être silencieux, on n'arrivera pas à coder la protéine. Donc, sur cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, le syndrome d'Angelman, c'est lié à un gène UBE3A sur le chromosome 15, qu'on a un phénomène d'empreinte génomique qui fait que uniquement la partie maternelle code, que cette protéine est relativement importante, ayant en tête l'image du transistor, et que les causes peuvent être diverses et variées, mais ayant en tête l'image du gène code. Voilà. Donc, on a fini pour cette partie. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions dans le... Pour l'instant, c'est bon. Donc, je pense qu'on va passer à la partie suivante qui est qu'est-ce qu'un essai clinique, et je vais laisser la parole à Nadia. Donc, merci Anthony. Donc moi, je suis Nadia Vailly-Buisson, donc je suis neuropédiatre à Necker et donc je vais vous parler dans la suite de ma présentation d'abord de ce que c'est qu'un essai clinique, parce que la plupart des parents d'enfants qui ont un syndrome d'Angelman n'ont jamais été confrontés à cette question d'un essai clinique. Donc, on va parler de ce que c'est exactement. Et ensuite, on va parler plus précisément de l'essai ALOS qui va nous concerner. Donc, la diapositive suivante. Je ne peux pas les tourner moi, hein, c'est vous. Hein. OK. Donc, en gros, il existe deux types d'études cliniques. Aujourd'hui, on peut parler d'études observationnelles. Alors, les études observationnelles, c'est en gros les médecins qui regardent ce que c'est que l'histoire naturelle d'une maladie, c'est-à-dire en gros un enfant, comment il évolue avec sa maladie. Et ça consiste à colliger un certain nombre d'informations qui vont renseigner sur l'évolution de la maladie en l'absence de traitement. C'est des informations extrêmement précieuses et des études d'histoire naturelle ont été menées par
par différents groupes. En France, on n'a pas fait ce choix d'investir dans des études d'histoire naturelle, mais on va pouvoir tirer parti d'études d'histoire naturelle qui ont été faites notamment en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et qui vont nous aider pour essayer de comprendre l'évolution de la maladie du syndrome d'Angelman. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les études interventionnelles. C'est quand les médecins ou les chercheurs cherchent à agir sur la maladie, soit par un dispositif, ça peut être la communication alternative par exemple, mais ça peut être aussi un médicament, n'importe quel type de traitement. Et on parle d'études interventionnelles parce qu'on intervient dans la maladie. Et c'est de ce type d'essais cliniques dont on va parler maintenant. Alors, dans les essais cliniques, il y a différentes phases qui sont déterminées. On a la phase 1, la phase 2 et la phase 3, et ensuite une phase 4. Avant ces phases-là, il y a des études chez les différents types d'animaux. Ça peut être sur des cellules humaines, ça peut être sur des souris, ça peut être sur des singes. En tous les cas, les médicaments sont d'abord mis au point chez l'animal et ensuite, on propose des essais cliniques chez les animaux. Chez les enfants ou chez les adultes. La phase 1, elle vise principalement à tester la sécurité. C'est la première fois qu'on administre ces médicaments ou ces traitements ou ces molécules chez l'homme. Et donc, le but de ces phases 1, c'est principalement de voir si, une fois qu'on a testé l'effet chez l'animal, est-ce que chez l'homme, on a autant de sécurité. La phase 2, c'est une phase qui consiste à tester d'une part la sécurité, donc souvent on augmente la dose, mais également un certain nombre de paramètres d'efficacité. Mais on a toujours besoin de la phase 3, qui est une phase déterminante pour confirmer l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention, puisque dans ce cas-là, on fait un essai contre placebo, c'est-à-dire contre de l'eau ou une molécule qui n'a pas d'effet. La suivante. Alors, on sait que ça, c'est la théorie dans des grandes populations, mais dans les maladies rares, il y a peu de patients. On a souvent envie d'aller vite et il n'est pas rare que la phase 1 et 2 soient conjuguées, que la phase 2 et 3 soient également conjuguées. Dans le cas de l'essai à l'os, ce qui va nous intéresser, c'est que la phase 1 et la phase 2 vont être fusionnées, c'est-à-dire qu'on va principalement se concentrer sur la sécurité, mais on va également rechercher des paramètres d'efficacité dans cet essai. La suivante. Alors, là, je vous ai expliqué principalement les différentes stratégies d'essais cliniques et d'essais thérapeutiques. Mais il y a une partie déterminante dans un essai, c'est qu'il faut que l'enfant, quand il est capable de le faire, ou la famille, donne ce qu'on appelle un consentement éclairé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on va demander à chaque fois qu'on fera un essai clinique pour un enfant. Je veux bien toute la slide, tout parce que c'est plus simple. Alors, ça paraît des formalités qui ressemblent un peu à des polices d'assurance, mais c'est extrêmement engageant un essai clinique. Un essai clinique, c'est quelque chose pour lequel le clinicien, l'investigateur, doit expliquer à la famille quel est le but. C'est-à-dire pourquoi je veux essayer ce médicament dans cette famille. Donc, on va expliquer ce que c'est en termes de recherche, quel est son but. On explique également à la famille combien de temps ça va durer et ce qui va se passer. C'est-à-dire, typiquement, est-ce que l'enfant va avoir une ponction lombaire, une radio, un électroencéphalogramme? Combien de fois il va être obligé de venir sur le site pour être examiné, pour contrôler l'effet du traitement ou sa toxicité? On doit également, lors de ce consentement éclairé, expliquer les risques du traitement, mais aussi les bénéfices. Quelles sont les alternatives si la famille dit bah, « écoutez, moi j'ai trop peur parce qu'une ponction lombaire, ça me fait peur ». Qu'est-ce qui se passe si jamais la famille dit « bah oui, j'ai été sélectionnée parce que j'ai dit que j'étais volontaire pour mon enfant, mais ce que vous me dites, ça me fait peur et finalement, je ne souhaite pas participer à l'essai ». Qu'est-ce qui va se passer? Donc évidemment, il ne va rien se passer, c'est juste qu'on va leur proposer d'autres essais, mais c'est important de le verbaliser auprès des familles. Un autre point qui est extrêmement important, c'est dans quelle mesure la confidentialité sera protégée, c'est-à-dire qu'en gros, on va engranger un certain nombre de données sur les enfants, sur la façon dont ils réagissent. Et évidemment, il y a des sécurités qui sont données aux familles, et en particulier pour les vidéos, parce que vous verrez que dans l'essai à l'os, on demande aux familles de fournir des vidéos sur la marche, sur le comportement de l'enfant. Et évidemment, ces données sont strictement confidentielles et elles ne sont pas diffusées sur YouTube pour dire voilà, cet enfant a bénéficié du traitement et voilà, il est sur YouTube.
S'il y a, évidemment, qu'est-ce que ça implique dans le coût, c'est-à-dire que est-ce que les familles doivent engager des frais, et vous verrez qu'on essaye au minimum de limiter l'engagement financier des familles, aussi bien dans le logement, mais également dans l'implication des familles dans l'essai. Et surtout, qui est-ce qu'on contacte en cas de problème dans l'essai? Et ça, c'est toutes ces choses-là qu'on explique à une période qui s'appelle le screening, c'est-à-dire que quand on a dit le petit Adrien est éligible parce qu'il répond aux critères d'inclusion, et on va en parler tout à l'heure, on contacte la famille et à ce moment-là, on a une discussion très claire avec les familles autour du consentement éclairé pour leur expliquer tout ce que ça implique, de manière à ce qu'à la fin, ils disent « Ok, je suis prêt pour cet essai » ou « Non, je ne suis pas prêt et je passe mon tour, mais qu'est-ce qui se passe si je le passe ?» La suivante. Et donc, oui, évidemment, ça c'est bon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose qui est extrêmement important, c'est que évidemment, quand on signe un consentement éclairé, on sait aussi qu'à tout moment, on peut dire ah oui, mais là, l'essai est trop lourd pour moi, trop lourd pour mon enfant, et je souhaite retirer mon enfant de l'étude. Évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye d'anticiper à l'inclusion dans des essais parce que on souhaite que, enfin, tout le monde souhaite qu'il y ait un engagement de la part des enfants et de leurs familles pour qu'on aille jusqu'au bout de l'essai, pour une raison simple, c'est qu'on a un nombre extrêmement limité de places pour inclure les enfants. Et quand on a un enfant qui sort de l'étude au milieu, eh ben on perd la possibilité d'avoir des données qui vont nous permettre de conclure sur la sécurité quand c'est une phase 1 ou l'efficacité quand c'est une phase 2-3. Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on dit sur les risques dans une phase 1? Je veux bien tout, Anthony, aussi. Ok, voilà. Donc, comme je vous ai dit, la phase 1 a pour but principalement de tester la sécurité d'un traitement. Et donc, on sait, la seule chose qu'on sait quand on part en phase 1, c'est qu'on a testé chez l'animal, qui peut être la souris ou le singe, ou ce qu'on appelle un primate non humain. Donc, on sait généralement que c'est seulement ça. Et les informations qu'on va avoir, c'est soit parce qu'il y a eu d'autres enfants qui ont été inclus dans le monde, et donc du coup, ben, on a les données un peu au jour le jour de tous les enfants qui sont inclus. Donc, on peut évidemment extrapoler assez rapidement sur si on a un enfant aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou en Espagne ou en Italie, ou plusieurs enfants qui ont des effets toxiques. Nécessairement, eh ben, on a ces informations en temps réel et on va arrêter d'inclure ou on va changer le protocole. Mais on n'a que ces informations-là. Pour la phase 2, je pense que c'est la suivante. Ah ben non, donc c'est principalement, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la phase 1. Et la diapositive suivante. Alors, une autre information essentielle à propos des essais cliniques, c'est comment est-ce qu'on fait. Alors, comment est-ce qu'on fait en tant que parent pour déclarer qu'on est prêt à faire un essai clinique? Ben, en général, on se manifeste auprès de son médecin référent qui lui-même est renseigné. Ou alors, dans le cas de l'essai à l'os, vous allez voir qu'on va mettre en place une sorte une boîte mail où chaque parent pourra inscrire son enfant de manière à ce qu'on puisse avoir que chaque enfant partout en France puisse avoir chaque parent puisse avoir la possibilité de dire moi je souhaite que mon enfant soit inclus dans cet essai et qu'on n'ait pas la barrière de le clinicien est au courant ou on choisit le petit Parisien parce que il est proche du médecin investigateur. On a fait ce choix-là parce que les pays qui ont commencé les essais cliniques dans le syndrome d'Angelman ont eu cette politique qui paraît assez transparente et assez honnête vis-à-vis de tous les enfants et de tous les adultes qui sont atteints de cette maladie. Mais évidemment, ça c'est je me déclare comme étant volontaire. Mais après, l'essai a des critères d'inclusion ou des critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, c'est en gros quelle tranche d'âge est ciblée par l'essai, c'est-à-dire il y a des essais qui vont être entre 2 ans et 18 ans, d'autres qui vont être entre 4 ans et 18 ans, d'autres qui vont concerner que les adultes, et donc il y a des critères très précis d'inclusion à chaque fois qu'on ouvre un essai clinique.
Il y a également des critères d'exclusion. Par exemple, on sait que il y aura des essais où on va inclure que les délétions et les dysomies uniparentales seront exclues, par exemple, ou les mutations ponctuelles seront exclues. Et donc, on va à chaque fois tenir compte des critères d'éligibilité pour choisir ou faire le choix des patients. Les personnes qui incluent, c'est évidemment les médecins investigateurs. Ça n'est absolument pas des pharmas qui vont inclure les enfants. Et donc, c'est vraiment le médecin investigateur principal qui va être la personne qui va être la garante de ces critères d'inclusion et exclusion. C'est vraiment un acte médical. Par contre, on peut diffuser un certain nombre d'informations sur un site web pour que les familles soient au courant que les critères d'inclusion, c'est par exemple les délétions et pas les mutations, par exemple, ou c'est les enfants de plus de 4 ans et pas les enfants de 2 ans. Et donc, on peut avoir des informations publiques et évidemment, ça fait partie du rôle du médecin investigateur de répondre à ces questions et à chaque screening, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un entretien pour l'inclusion d'un enfant, eh ben, on explique tous ces critères d'éligibilité aux familles. La suivante, ça c'est donc… Alors, je veux bien tout comme ça, ce sera plus simple. Alors, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important, qu'on aborde à chaque fois qu'on inscrit un enfant ou un adulte dans un essai thérapeutique, c'est les droits et les devoirs des patients. Alors, les droits des patients, c'est des droits fondamentaux. Les patients ne sont pas des cobayes. Ils doivent avoir une information claire et précise à tout moment de l'essai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez votre information au début, mais si vous n'avez pas compris, au bout de 6 mois, vous dites « je me pose une question, mais ça fait 6 mois que je suis dans l'essai », à chaque moment de l'essai, vous êtes en droit d'avoir une information de la part de l'investigateur, de la part de toutes les personnes qui sont en charge de l'essai, pour répondre à toutes vos questions qui sont en lien avec l'essai, mais également en lien avec la maladie de votre enfant. Parce que tout symptôme qui apparaît au cours de l'essai est potentiellement un symptôme qui va être important à définir et à mettre en relation avec le médicament qu'on a mis en place. L'autre droit qui est fondamental, c'est le droit à la confidentialité. Comme je vous ai dit, on demande aux familles de colliger des crises épileptiques, de faire des vidéos, de remplir des échelles sur le comportement, sur la communication, sur le sommeil des enfants. Et naturellement, c'est des données qui sont strictement confidentielles, qui sont anonymisées et qui ne servent qu'à répondre aux questions de l'essai et absolument pas d'être publiées ni dans une revue scientifique. Ces données ne répondent qu'à la seule question de l'essai thérapeutique. Le droit à l'anonymat, ça revient à peu près à la même chose. Un droit fondamental que tous les parents ont, c'est de se retirer à tout moment, et vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. On a le droit de dire « j'en ai marre ». Bien sûr, c'est ce qu'on ne souhaite absolument pas, parce que c'est la pire des situations, mais ce droit, c'est le droit du patient, il a le droit de le faire. Il a droit également d'accéder, de modifier les données qui ont été recueillies selon les lois de la CNIL. Il a le droit d'être indemnisé si toutefois il y a un préjudice, et ça, si jamais il y a des conséquences graves, il y a des droits de recours, et il a droit d'avoir la communication des résultats globaux. C'est-à-dire, par exemple, dans un essai où on a 60 enfants qui sont inclus, pendant le temps où on accumule les données dans le monde entier, on ne peut pas avoir, le patient ne peut pas avoir le retour des 61 patients. Mais une fois que les 61 patients ont été analysés, naturellement, chaque famille et chaque enfant a le droit de savoir s'il y a eu 10% de toxicité, 5% ou 90% de toxicité quand c'est un essai de phase 1. Et pour les données d'efficacité qui sont colligées mais qui ont leurs limites, ils ont également le droit d'avoir cette information-là. Alors, les patients qui sont inclus et leurs familles ont évidemment des devoirs. Les devoirs, c'est des devoirs de respecter le protocole, et le protocole peut être très rigoureux. Par exemple, quand on demande à des familles de venir
tous les mois avec un intervalle de plus ou moins 5 jours, par exemple. Il n'est pas question de dire j'ai ski ou j'ai vacances chez la grand-mère. Quand on s'engage dans un protocole, malheureusement, on a des contraintes qui sont des contraintes de date qui sont importantes pour le suivi et qu'on est obligé tous de respecter, aussi bien les investigateurs que les patients et leurs familles. Un droit qui est aussi un devoir qui est extrêmement important, c'est que on ne doit pas mentionner sa participation à un essai clinique sur les réseaux sociaux, typique avec des détails. Et puis on essaye d'éviter d'échanger entre les familles pour éviter de fausser les résultats d'essais cliniques, sachant que de toutes les manières, ça change pas grand-chose, mais on est censé ne pas le faire. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser quand on est chez soi et qu'on se dit mais alors finalement est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaie pas, c'est enthousiasmant mais finalement il y a beaucoup de contraintes et finalement c'est pas des données, on n'aura pas de données d'efficacité, on n'aura que des données de sécurité et je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas comment faire. Et finalement, c'est une question qu'il faut résoudre à la fois au sein d'une famille, ça peut être au sein d'une relation médecin-malade, discuter avec son médecin référent en expliquant ses doutes et voir s'il y a des choses où le médecin peut vous éclairer, parce que en général, n'importe quel médecin sait ce que c'est qu'un essai clinique. Et naturellement, vous pouvez en discuter avec le médecin investigateur qui peut vous expliquer finalement, est-ce que vous avez intérêt, vous n'avez pas intérêt, quelles sont les contraintes qui font que ça ferait pencher la balance dans j'y vais ou j'y vais pas. Les labos ne peuvent pas vous aider parce que les labos, le plus souvent, vous n'avez pas, ils ont pas forcément la bonne information ni sur la maladie parce qu'ils ne sont pas forcément spécialisés dans la maladie, ils peuvent être spécialisés dans les oligonucléotides et souvent, ce n'est pas les bons interlocuteurs. Je pense qu'il écrit les associations ne peuvent pas répondre à cette question, elles ne peuvent pas répondre oui ou non, mais elles peuvent être de très bons conseils parce qu'elles connaissent bien la maladie, elles se sont bien renseignées sur l'essai clinique, donc elles peuvent être de bons conseils comme votre médecin référent, comme le médecin investigateur, mais finalement la décision elle revient à vous et c'est réellement quelque chose que vous devez décider parce que c'est un réel engagement de rentrer dans un essai. Et considérer avant de signer tous les facteurs qui peuvent être engageants parce qu'un essai, ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an parfois et ça peut être très contraignant pour une famille, pour un enfant, d'abord l'enfant qui va être inclus, mais également sa famille tout au long de l'essai. Alors, en France, on a quelques petites contraintes des contraintes qui sont importantes et par exemple qui vont concerner les Belges par exemple. Les essais cliniques en France, on ne peut les ouvrir qu'aux patients qui sont sous le régime de la sécurité sociale française. Donc ça va être important. Pour les essais cliniques qu'on va mener dans le syndrome d'Angelman en France, on a décidé d'utiliser exactement la même politique que Chicago, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on ouvrirait la possibilité à toutes les familles de s'inscrire. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va, à partir de mi-janvier, et vous aurez l'information via les associations, on va ouvrir une boîte mail assez générique qui va être inscription essai clinique angelman@je-sais-pas-quoi.org où il faudra renseigner un certain nombre d'informations sur la date de naissance de l'enfant, des caractéristiques motrices par exemple, des caractéristiques sur l'épilepsie, un certain nombre de caractéristiques cliniques qui vont nous aider, nous, à savoir s'ils répondent aux critères d'inclusion. Et on screenera, c'est-à-dire qu'on contactera les patients, les familles par ordre d'arrivée. C'est-à-dire que pour le premier essai, si on a 5 places, on prendra les 5 premiers qui seront dans les critères d'inclusion. Et ensuite, on ira, le deuxième essai, ce sera les 5 suivants. Et ensuite, l'essai suivant, ce sera les 10 suivants, par exemple. Mais on a pris le parti de solliciter les familles pour tous les essais cliniques. Et après, on les interviewera individuellement pour savoir s'ils sont intéressés par l'essai à l'os versus l'essai suivant versus l'essai suivant. On s'est dit que c'était mieux de faire comme ça plutôt qu'à chaque fois qu'il y a un essai qui s'ouvre, d'ouvrir une boîte mail en disant est-ce que vous êtes partant ou pas. Donc,
On va évidemment utiliser des critères d'éligibilité. Comme je vous disais, ça c'est la responsabilité du médecin investigateur, c'est-à-dire de vérifier que le patient est éligible avec tous les critères d'inclusion et aucun critère d'exclusion pour participer à chaque essai. Par exemple, pour l'essai ALLO, ce sera les enfants de 4-17 ans. Le suivant, ce sera les enfants de 2 ans, par exemple, et plus, etc. Donc, à chaque fois, on va regarder les critères d'éligibilité avant de contacter les familles. Et une fois qu'on aura, cette liste, je vais avoir un entretien personnalisé avec chaque famille, de manière à ce que je leur réexplique de façon extrêmement claire, comme je vous ai dit, comme toutes les modalités d'essai, en expliquant exactement la molécule qui va être injectée, la toxicité potentielle, le suivi qui est nécessaire et la durée du suivi. Chaque enfant est sélectionné et chaque parent prend le temps. On a perdu le son. On n'a plus de son? Allô, allô? Nadia, Oui, oui. vous êtes en mute? Oui, Nadia, il y a eu un petit souci. Là, vous m'entendez? Depuis quand Oui. vous ne m'entendez plus? C'est bon? C'était entretien personnalisé. Ok. Donc, un entretien personnalisé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un entretien personnalisé avec les parents pour leur réexpliquer le protocole en détail, c'est-à-dire la molécule, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est administrée, à quelle fréquence elle est administrée, qu'est-ce qu'on fait à chaque visite de suivi et combien de temps va durer le suivi pour les enfants. On explique après, donc comme je vous disais, on reprend après avec les familles tout ça, on leur laisse le temps de réfléchir et ensuite, ils signent le consentement, qu'on appelle un consentement qu'on dit éclairé, puisqu'à ce moment-là, on a repris tout ça. Alors, j'enchaîne sur l'essai ALLOS parce que finalement, c'est celui qui va nous intéresser précisément dans les mois à venir. Alors, l'essai ALLOS, c'est le nom de l'essai clinique pour un essai de phase 1-2. Donc, comme je vous ai dit, c'est un essai principalement de sécurité qui est mené par le laboratoire Ionis. C'est un essai qui est mondial et qui a pour but de tester une petite molécule qui s'appelle un oligonucléotide antisens, qu'on va appeler AZO en gros, qui a pour but de permettre l'expression, vous allez trop vite pour moi, oui, permettre l'expression du chromosome qui est soumis à empreinte, donc qui est le chromosome 15 d'origine paternelle, et d'abolir le signal stop. Donc en gros, on contourne la mutation qui touche. Vous êtes en mute à nouveau, Nadia. Nadia, oui. Ouais, c'est bon? Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Donc, oui, je disais donc, je me suis arrêtée où? Au stop. Au stop. Donc, on va activer de façon artificielle la copie paternelle du BE3A et donc qui va jouer son rôle comme s'il n'y avait pas la mutation en fait. La suivante. Alors, de façon très pragmatique, l'oligonucléotide, il est administré comme une ponction lombaire ou un peu comme une ponction péridurale, si vous voulez. C'est une voie qu'on dit intratécale, c'est-à-dire qu'on l'administre dans le liquide céphalorachidien de l'enfant. Comme vous voyez sur la figure, on met une aiguille dans le dos de l'enfant comme une ponction lombaire. On retire une partie de liquide, c'est du liquide, et on administre on injecte l'oligonucléotide antisens. Cette ponction lombaire, elle se fait après une sédation qui va être principalement un tranquillisant pour que les enfants soient le moins, d'abord pour qu'ils n'aient pas mal, et surtout pour qu'ils ne soient pas trop agités, pour que les conditions se passent de la façon la plus douce possible pour les enfants. On a l'habitude des injections intratécales. Les injections intratécales, ça s'utilise en chimiothérapie pour les enfants qui sont atteints de cancer, tout type de cancer. On l'utilise également, ces administrations l'utilisent aussi pour certaines thérapies géniques, en particulier la neutrophie spinale. Donc, c'est quelque chose pour lequel les médecins sont très entraînés, pas très compliqué.
Et le fait que les enfants qui ont un syndrome d'Angelman soient des enfants qui sont déficients intellectuels, parfois avec des troubles du spectre autistique, c'est quelque chose qui techniquement ne pose pas de problème parce que justement les tranquillisants et la sédation va permettre de contourner la difficulté. Alors, dans l'essai Ionis, c'est un essai, donc, comme je vous ai dit, mondial. Et l'objectif, c'est de tester la sécurité de cet oligonucléotide anti-sens chez 44 patients dans le monde entier. En France, nous sommes le seul centre à être investigateur et on s'est engagé à inclure 5 patients. Mais c'est un recrutement qui est dit compétitif, c'est-à-dire que si dans le monde entier, quand on ouvre le centre, il y a les 44 patients, eh ben on n'aura aucune place. Ce n'est pas du tout ce qui se passera, mais il faut savoir que le but, c'est d'inclure dans le monde entier 44 patients. Les tranches d'âge, c'est entre 2 et 5 ans dans le monde entier. Vous verrez qu'en France, nous, ce sera 4 à 17 ans dans la cohorte pour laquelle on a été sélectionné. Les enfants, puisque ce sera des enfants qui seront inclus dans l'étude, vont avoir un certain nombre de tests. On doit remplir des échelles d'efficacité, des échelles qui vont être des échelles de comportement, des échelles de sommeil, des échelles de motricité, des échelles de qualité de vie également, qui vont être des échelles qui vont être remplies avec les parents lors des visites cliniques, mais également à la maison. La phase 1-2, elle va durer 3 mois. On va passer à la diapositive suivante parce que je pense qu'elle est plus claire. Alors oui, ça c'est pour vous dire, donc pour vous montrer, donc les 44 patients vont être inclus dans le monde entier. Vous allez voir que vous voyez qu'il y a un grand nombre de centres aux États-Unis et qu'on a un site en France. Il va y avoir un site au Royaume-Uni, un site en Italie, mais également un site en Israël qui est déjà actif et que je pense qu'il a déjà recruté la majorité de leurs patients. La suivante. Alors, dans cet essai, vous voyez qu'il y a différentes. Il est prévu tester 3 doses. La dose 1, qui ne nous concerne pas et qui était la cohorte A, qui a inclus entre 4 et 17 ans. La dose B, qui était un peu plus forte, incluait également des jeunes entre 4 et 17 ans et elle est également terminée. Nous sommes à la dose C et on aura donc une dose unique qui est une dose de 80 mg kg, ça c'est pas l'important, mais c'est la dose qu'on a décidé de faire qui va donc qui va être administrée chez des enfants entre 4 et 17 ans qui vont avoir des délétions et des mutations ponctuelles uniquement. Alors aujourd'hui, nous sommes presque au stade d'ouverture du site. On a un certain nombre de contraintes administratives qui sont liées à l'administration française, puisqu'on a besoin d'avoir des autorisations de la NSM, des autorisations de l'HS, des autorisations de la CNIL, des autorisations du Comité de protection des personnes. Et là, on est à la dernière autorisation de la CNIL pour les vidéos, qui pose un petit problème en France. Et a priori, on devrait avoir la réunion d'ouverture du centre début février. Quand on dit que la réunion d'ouverture du centre est planifiée début février, ça veut dire que le lendemain, on peut inclure. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir la boîte mail en janvier, de manière à ce qu'entre le 15 janvier et début février, on ait pu faire un pré-screening des patients qu'on pourrait inclure. Juste pour vous dire que donc les cohortes A et B ont déjà été screenées et elles concernaient des doses qui étaient plus faibles, 20 mg kg et 40 mg kg d'oligonucléotides. Et ce qu'on sait déjà, c'est que la sécurité de ces doses-là est établie et il n'y a pas eu d'effet indésirable grave pour ces doses-là. La cohorte C, pour le moment, on n'a pas d'informations négatives sur les enfants qui ont déjà été inclus, notamment en Israël et aux États-Unis. La suivante. Voilà. Donc, le protocole, de façon très claire, va être le suivant.
on va inclure des enfants et on va avoir une phase qui va être la phase rose, qui va être la phase rose sur le schéma, qui va être une phase où on va administrer 3 fois de suite à 1 mois, 3 mois, je sais plus, je crois que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois ou quelque chose comme ça, une dose fixe de l'oligonucléotide pendant 13 semaines à intervalles réguliers. Pendant cette période-là. Puis ensuite, on va rentrer dans une deuxième phase qui va être une phase d'extension où on va continuer à évaluer la sécurité, la tolérance de l'antisens, mais avec des intervalles réguliers beaucoup plus larges qui vont être tous les 3 mois. Pendant cette période-là, on va continuer à voir les enfants régulièrement au centre d'investigation, vérifier la sécurité, continuer à mesurer l'efficacité, et tout ça pendant 12 mois. La suivante. Donc, ça, c'est le protocole tel qu'il est défini. Et pour vous rappeler maintenant, parce que c'est ce qu'on va diffuser aux cliniciens, c'est ce que j'ai déjà diffusé à la filière handiRAR, mais également à la filière déficience, qu'on va diffuser partout, ce sont ce qu'on appelle les critères d'inclusion. Alors, pour être inclus dans l'essai ALOS, il faut avoir un diagnostic de syndrome d'Angelman, avec une caractérisation moléculaire qui est caractérisée soit par la délétion UBE3A, soit par la mutation ponctuelle UBE3A. Il faut que ce soit pour notre cohorte, la cohorte C, des enfants, garçons ou filles, qui ont entre 4 et 17 ans. Il faut que le représentant légal soit capable de fournir un consentement éclairé, comme je vous l'ai dit, où on va expliquer aux familles les contraintes, enfin, le déroulement de l'essai, les contraintes, la durée de l'essai, la durée des visites. Avoir une personne, un aidant ou un parent capable d'assister à toutes les visites qui sont prévues dans l'étude et qui sont entre tous les mois et tous les 3 mois, capable de fournir des commentaires sur les symptômes et les acquisitions de l'enfant. Il faut que l'enfant ait des dosages stables de médicaments, parce qu'il n'est pas question qu'on ait des facteurs intercurrents, que ce soit d'ordre médicamenteux ou des régimes particuliers ou des suppléments de n'importe quel ordre qui puissent perturber l'évaluation de l'essai. Et donc ça va être un engagement qu'on devra avoir avec les familles, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit suffisamment stable pour qu'on n'ait pas l'obligation de rajouter des choses qui perturberaient l'évaluation. Évidemment, quelqu'un qui va s'engager à ne pas publier des données sur les réseaux sociaux et aucune contre-indication pour les ponctions lombaires, les prises de sang, l'utilisation de sédatifs, d'anesthésie ou une anesthésie générale qui ferait qu'évidemment, on ne pourrait pas pratiquer l'essai chez ces enfants. Les critères d'exclusion, ça c'est la diapositive suivante. Les critères d'exclusion, c'est malheureusement les autres formes de syndrome d'Angelman qui ne sont pas concernées par cet essai, c'est-à-dire les syndromes d'Angelman avec des enfants qui ont soit un défaut d'empreinte, soit une dysomie uniparentale. Les enfants qui ont une épilepsie mal contrôlée au cours des 6 derniers mois où on est obligé de changer les traitements, et là on serait dans une situation qui ferait qu'on serait obligé d'ajouter des médicaments ou en enlever, ce qui perturberait l'évaluation ou l'évaluation de la sécurité, mais également de l'efficacité du médicament. Avoir une maladie concomitante, une autre maladie qui ferait que, évidemment, on serait embêté pour évaluer, ou une maladie qui ferait courir un risque inacceptable pour l'enfant. Une maladie du cerveau, par exemple la kyste de la fosse postérieure qui serait compressif, ou une maladie de la colonne vertébrale qui ferait qu'on serait très embêté pour faire une ponction lombaire. Ce n'est pas le cas pour nos enfants qui ont un syndrome d'Angelman, mais si toutefois il y avait eu un traitement par oligonucléotide ou thérapie génique, évidemment, ce seraient des enfants qui ne seraient pas éligibles. Et pour vous donner une idée, un enfant qui est inclus dans le premier essai ne pourra pas être inclus dans l'essai suivant qui sera également un oligonucléotide. Et un enfant qui serait actuellement inscrit dans un autre essai clinique, et ce n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'essai clinique en cours dans le syndrome d'Angelman. La suivante, et ben voilà. Donc, je pense que je vous ai dit ce que je
pense être important de connaître pour, on va dire, la population générale, puisque là, aujourd'hui, le but, c'est d'informer un grand nombre de familles sur, finalement, qu'est-ce que c'est que, où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à court terme dans le syndrome d'Angelman avec cet essai ALOS, qui est le premier essai qui va être ouvert pour le syndrome d'Angelman. Il est prévu qu'on en ait au minimum 2 autres au cours de l'année 2023, mais pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment clair sur la nature des essais et surtout le timing, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mais clairement, on rentre dans une nouvelle ère dans cette maladie et le but, c'est que vous participiez, que vous soyez au moins éclairés sur ce qui arrive et que voilà. Donc, les questions qui sont les questions les plus fréquemment posées, mais alors peut-être que vous voulez prendre la parole, Charlotte? Oui. Non, Nadia, c'est gentil. C'était juste pour dire, donc les questions qui sont à l'écran, c'est des questions qui ont été posées du coup par les différentes assos. Donc déjà, on les a regroupées. À mon avis, elles couvrent déjà pas mal de questions. Il y en a d'autres dans la chatbox que je lirai après, mais peut-être vous pouvez commencer par répondre à celle-là. Alors, la première question, c'est l'essai clinique est-il ouvert à tous? Ça, on l'a vu à plusieurs reprises au cours de ma présentation. À partir du moment où on a un enfant et sa famille qui répond aux critères d'inclusion, qui n'a aucun critère d'exclusion, évidemment, il est ouvert à tous. La question qu'on va aborder lors du screening, c'est la contrainte, notamment des déplacements pour des enfants ou des familles qui habiteraient loin du centre investigateur qui est à Paris. Et on insistera beaucoup sur les contraintes des déplacements qui peuvent être un peu lourds pour certains enfants, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont des ponctions lombaires qui sont réalisées chez ces enfants, une administration intrathecale, que ça peut être très fatigant. Et là, lors du screening, j'assisterai beaucoup auprès des familles pour leur dire, bien sûr, c'est ouvert à toutes les personnes qui habitent en France, mais il faut juste savoir que plus on fait de déplacements, plus ça peut être compliqué pour les enfants. Mais là, ce sera le choix des familles, ce ne sera pas le mien. Quel est le centre investigateur? Alors aujourd'hui, le seul centre investigateur, c'est celui de Necker Enfants Malades, donc à Paris, et on a un centre d'investigation clinique qui est dédié aux maladies rares et qui est tout à fait spécialisé dans la thérapie génique ou la thérapie anti-sens. On a un centre qui a plus que l'habitude. Le coût, le but, c'est que le coût soit nul pour les familles. Et ça, on peut en parler du côté investigateur. Vous pourrez également en discuter du côté associatif. Mais l'objectif, c'est que le coût soit nul. Et aussi bien pour la partie, évidemment, investigation, c'est-à-dire les visites, mais également les transports. Si on prend le train pour venir en visite obligatoire, le train est pris en charge. Si on doit rester une nuit à l'hôtel, une semaine à l'hôtel, parce que l'enfant est fatigué, il ne peut pas rentrer directement à la maison. C'est des choses qui seront prises en charge par l'essai au maximum de nos possibilités. Le but, c'est que qu'il n'y ait pas de surcoût pour les familles. Et du coup, Nadia, je me permets de vous couper plus pour rebondir là-dessus. Effectivement, Fast France a pris la décision de compléter, c'est-à-dire que si toutefois les familles souhaitent rester un peu plus longtemps que ce qui est prévu en couverture par le labo pharmaceutique, Fast France paiera les nuitées d'hôtel supplémentaires qui seront nécessaires pour que la famille se remette et reparte en région derrière. Ouais, ce qui est important parce que du coup, ça permettra d'ouvrir à un plus grand nombre de patients, forcément, la possibilité de participer aux essais de phase 1-2 en tous les cas. Alors, la méthode thérapeutique qui est utilisée pour l'essai, comme je vous l'ai dit, c'est un oligonucléotide antisens, c'est-à-dire, en gros, c'est une molécule qui va permettre l'expression de l'allèle paternel. Cet oligonucléotide, on l'injecte, il va être dans l'organisme de l'enfant, va progressivement être éliminé et on sera obligé régulièrement de réinjecter. Ça n'est pas de la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on ne va pas corriger la maladie, on ne va pas injecter un virus dans l'organisme de l'enfant. C'est une molécule qui va être là pour faire comme une sorte de rustine pour permettre l'activité de l'allèle paternel, mais qu'on peut arrêter à tout moment et l'enfant redevient exactement comme il était avant. Ça, c'est extrêmement important de savoir ça. Et c'est une thérapeutique qui est administrée par voie intrathecale pour qu'on ait un accès le plus rapide possible au cerveau de l'enfant parce que c'est l'organe qui est le plus touché par la maladie.
Et il y a une question complémentaire juste sur ce point-là. Qu'est-ce qui différencie l'ASO de Ionis des autres ASO qui sont aussi en phase d'essai clinique? Alors chaque oligonucléotide antisens a sa caractéristique. Le plus souvent, c'est pour réactiver l'allèle paternel, mais c'est la manière dont il est métabolisé ou les séquences de l'oligonucléotide qui vont changer. Et donc, quand les séquences vont changer, il va être plus ou moins efficace, il va se coller plus ou moins bien à l'allèle paternel pour l'activer. Donc, en fait, c'est un peu... C'est un peu le même principe, mais c'est la séquence qui va changer, l'efficacité ou la toxicité qui peut changer. Mais en gros, c'est souvent le même mécanisme d'action. Et c'est d'ailleurs, il y a une différence, mais ce n'est pas une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale avec la thérapie génique, mais le type d'oligonucléotide, ça va être la séquence qui va changer, et donc du coup, son efficacité et sa toxicité. Peut-être juste pour complémenter là-dessus, Nadia, en annexe, vous aurez une vidéo qui explique de manière plus détaillée ce qu'est un ASO et comment ça fonctionne, ce qui vous permettra de comprendre un peu mieux. Merci Samantha. Alors, les effets secondaires importants, alors pour le moment, là pour le moment, le but principal de la phase 1, c'est justement de les regarder. Et donc, pour le moment, les effets secondaires, ça peut être des effets secondaires de la ponction lobaire, de l'administration intratécale, c'est-à-dire une grande fatigue. Ça peut être un syndrome post-ponction lombaire, c'est-à-dire des maux de tête, ça peut être des vomissements. Il y a eu des cas dans d'autres oligonucléotides antisens de maladies inflammatoires des nerfs, donc qui conduisaient à une perte de la marche dans d'autres administrations d'oligonucléotides antisens. Donc, ça peut être quelque chose il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être importants. Alors, chaque oligonucléotide peut avoir des effets secondaires et au cas par cas, on va les reprendre évidemment à l'inclusion des enfants et on en parlera avec les familles. Mais il ne faut pas perdre de vue que la phase 1, c'est pour justement rechercher ces effets secondaires et aux premières doses, on n'a pas vu de toxicité. Alors, cet essai peut-il affecter la maladie dans le sens positif comme négatif? Quelles améliorations potentielles et dans quel domaine? Motricité, communication, épilepsie et en combien de temps? Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté au congrès de FASS. Dans un essai de phase 1, on ne teste que la toxicité. On peut espérer, on va remplir des échelles d'efficacité, mais on ne pourra jamais conclure à l'efficacité, que ce soit dans la motricité avec un périmètre de marche qui pourrait être augmenté, un équilibre qui pourrait être augmenté. Le but de l'ASO, c'est d'améliorer la maladie dans son ensemble. Améliorer la maladie dans son ensemble, ça veut dire améliorer la motricité avec un meilleur équilibre, ça va être la communication avec une meilleure communication, ça va être l'épilepsie, ça va être tout. On ne sait pas ce qu'on va améliorer et dans les échelles qu'on va remplir, on va avoir une échelle de motricité, on va avoir une échelle de communication, on va avoir une fréquence des crises, on va avoir une échelle de sommeil, on va avoir une échelle de quasiment tous les symptômes du syndrome d'Angelman. Donc pour le moment, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on va améliorer et en combien de temps on va l'améliorer. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on est dans le prospectif, on va regarder. Et donc, l'une des questions qui est posée, c'est avez-vous des retours d'efficacité des doses réalisées aux États-Unis? Comme je vous disais, le retour, on ne l'a que quand on a fini les cohortes. Aujourd'hui, les cohortes A et les cohortes B ont été screenées. On sait qu'il n'y a pas de toxicité et les retours d'efficacité, on ne les aura qu'à la fin des 44. Et on n'aura que des retours d'efficacité très subjectifs puisque ça n'est pas un essai qui vise à prouver l'efficacité d'un oligonucléotide. C'est quelque chose qui est fondamental, qu'il ne faut pas perdre de vue. On ne prouve l'efficacité d'un médicament que quand on le teste contre placebo, et on n'en est pas là aujourd'hui avec ces oligonucléotides. Comment faire partie de l'essai? Eh ben, on en a parlé. D'abord, il faut prendre sa décision. Ensuite, il faut s'inscrire par cette mailing list de manière à être sur la liste des candidats. Et une fois qu'on est sur la liste des candidats, on est screené et on décide définitivement. Et ça, c'est la décision finale des familles qui disent « Ok, je suis prêt, je peux m'engager, j'y vais et je signe. » Donc, comment je fais partie de l'essai? Je me décide, je m'inscris.
je suis éclairée et je signe à la fin, je m'engage. Voilà. Après, voilà, je réponds aux questions. Il y en a plein d'autres, Nadia. Ouais. Ben, je suis ravie. Je vais essayer de recouper un peu les questions. Donc, il y a pas mal de questions autour des cibles, notamment, on a vu là dans la cohorte D qu'il y avait des enfants en dessous de l'âge de 4 ans. Qu'est-ce que veut dire 4 ans? C'est 4 ans au moment du démarrage de l'essai, de la fin de l'essai, etc. Et puis, même question pour les plus de 18 ans et de savoir les perspectives. Alors, c'est 4 ans au moment de l'inclusion. Donc, ça veut dire que c'est 4 ans 00 au moment de l'inclusion. C'est-à-dire, je signe si l'enfant est né le 1er février et que l'essai commence le 2 février, il a 4 ans. Aujourd'hui, les plus de 18 ans ne sont pas inclus dans cet essai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle tranche d'essai pour les plus de 18 ans. Mais on est contraint, quand on ouvre un site, on ouvre un site avec des critères d'inclusion qui sont très précis. Aujourd'hui, c'est 4-17 ans pour la cohorte C à Paris. Peut-être que ce sera les 18-20 ans dans la cohorte d'Édimbourg, j'en sais rien. Mais là, on a ce spot-là. On a répondu présent pour ce spot-là parce qu'on nous l'a proposé. On nous a proposé que cette cohorte-là aujourd'hui. C'est clair que pour nous, c'était extrêmement important. C'est le premier essai qu'on fait en France. Jusqu'à présent, aucun essai n'avait été proposé. Alors qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Il y a eu l'essai Roche, par exemple, qui a été fait dans d'autres pays d'Europe et la France n'a pas participé. Il y a eu un autre essai Ovid qui était qui était un autre type de molécules. On n'a pas participé. Nous, notre but aujourd'hui, c'était de dire qu'on était capable de répondre présent pour une cohorte et ce sera la cohorte C. Une fois qu'on aura la cohorte C, qu'on aura pu faire le travail de A à Z, c'est-à-dire inclure les 5 enfants, répondre à la question pour les 5 enfants dans la cohorte de 44, on pourra dire oui, on veut faire la cohorte D maintenant parce qu'on est capable de faire la cohorte C. Mais le but, c'est aussi de montrer qu'on est capable, population française, centre investigateur français, famille française, de répondre présent pour un essai de phase 1 et ce sera le premier qu'on fera. Merci Nadia. Du coup, il y a d'autres questions sur est-ce que les injections, je crois que vous avez répondu, seront toutes faites à Necker et non pas en ambulatoire. Donc ça, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois. Ce sera fait à Necker pendant un hôpital de jour et potentiellement qui pourrait se prolonger sur une hospitalisation si l'enfant est très fatigué, vomit ou est pas bien après la ponction lombaire. Mais c'est évidemment un hôpital de jour. Est-ce que je dois arrêter les traitements complètement pour mon enfant? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que l'enfant soit en situation stable. Ça ne veut pas dire arrêter les médicaments, ça veut dire que tous les médicaments vont rester à la même dose pendant toute la durée de l'essai. Donc, on n'arrête pas les médicaments en gros, surtout pas. Est-ce que vous allez recruter 5 enfants en même temps ou alors progressivement? Alors, le but, c'est comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle un recrutement compétitif, c'est-à-dire que le but, c'est de les inclure le plus vite possible. Évidemment, techniquement, on ne peut pas, dans un centre d'investigation clinique, avoir 5 lits pour 5 injections en même temps. Donc ça, on va s'adapter un peu aux moyens du bord, mais c'est clair que je vais les screener le plus vite possible, de manière à ce que les familles qui s'engagent aient leur date de début d'essai le plus vite possible à partir du moment où on les a sélectionnés. Alors, par exemple, si l'essai ouvre le 1er février, je peux très bien screener 5 familles et avoir screené 5 familles et dire, voilà, la première injection aura lieu le 1er mars, par exemple. Ça va être des questions d'organisation, mais l'important, c'est qu'on les screen le plus vite possible pour qu'on puisse en bénéficier de nos 5 places, en fait. Du coup, il y a une partie des questions aussi qui sont un peu sur les perspectives, en fait, sur la suite. On a parlé de différents âges sur la suite, mais aussi potentiellement d'essais de phase 2-3, où là, du coup, il n'y aurait plus d'enjeux nécessairement de sécurité. Et il y avait des questions également sur d'autres types d'essais, notamment sur dysomie uniparentale ou d'autres types de phénotypes, ou alors différents types d'essais, c'est-à-dire pas forcément anti-sens. Alors, le but, j'ai envie de vous dire, notre but aujourd'hui, c'était
parler d'ALOS. On n'a pas encore les idées suffisamment claires pour les essais futurs pour qu'on puisse parler de ça. C'est clair qu'il faut qu'on parle d'essais contre placebo parce qu'il va y avoir des essais contre placebo avec des oligonucléotides antisens. Si on doit parler, par exemple, supposons que la phase 1 de cet oligonucléotide montre qu'il n'y a pas de toxicité. La suite, ça va être d'organiser un essai contre placebo, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des familles qu'on va tirer au sort, où on va proposer soit l'oligonucléotide, soit un placebo, c'est-à-dire l'injection de sérum physiologique dans le liquide céphalorachidien. Aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est encore de la science-fiction dans le syndrome d'Angelman, mais il faut s'y préparer parce que si on a un signal d'efficacité, surtout si on n'a aucune toxicité, c'est clair qu'on partira, l'ensemble de la communauté partira pour un essai contre placebo où on sera là pour prouver l'efficacité. Mais on n'en est pas là. C'est pas du tout, c'est pas à l'heure du jour pour les prochains essais qui vont avoir lieu en 2023. Ce sera forcément des essais de phase 1-2. Les 2 suivants, ce sera des phases 1-2. Peut-être de manière positive, Nadia, on peut dire que vu que vous êtes visible maintenant au niveau des labos pharmaceutiques et de phase de manière générale, Paris en tout cas est sur la carte pour des essais futurs et sera considéré si d'autres essais sont à être présentés dans le futur. Oui, et on s'est positionné pour être dans le prochain essai Roche, pour être très clair. C'est-à-dire en tout cas, on sera, évidemment, c'est un gros challenge pour nous parce qu'il faut qu'on réussisse ce premier essai ALOS, mais on est visible et on a montré qu'on était capable de mener des essais en tous les cas. Et du coup, il y avait la question du phénotype également, c'est-à-dire est-ce que si mon enfant a une dysomie uniparentale, est-ce qu'il y a des perspectives d'essai? Parce que pour l'instant, tous les essais qu'on évoque en France, dans le monde, ne sont pas sur la dysomie uniparentale. Alors, je pense qu'on fera un webinaire sur les différentes stratégies de traitement possibles dans le syndrome d'Angelman. Là, on est allé direct sur, on utilise des oligonucléotides antisens pour essayer de guérir, ou en tout cas d'améliorer le syndrome d'Angelman. Mais il y a différentes stratégies. Il y a la thérapie génique, il y a ce qu'on appelle les drogues d'aval, c'est des downstream drogues, et donc évidemment, pour au moins les drogues d'aval, évidemment, tous les génotypes peuvent être candidats et donc peuvent être inclus. Merci. Quelle est la durée de vie de la substance dans l'organisme? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois que c'est injecté, vous avez compris la question. Oui. Alors, pour le coup, l'idée, c'est que ça soit entre 1 et 3 mois, puisque les injections régulières vont être tous les 3 mois. Donc, en fait, vous avez vu que la partie 1, c'est une partie d'escalade de dose, c'est-à-dire qu'on fait 0, 1 mois, 3 mois. Donc, on charge le patient en antisens. Et puis ensuite, après, c'est tous les 3 mois. Donc, on anticipe que la durée de vie théorique, parce que là aussi, ça va être des choses qu'on va tester, on est dans l'exploratoire complet. Mais on anticipe que la durée de vie dans l'organisme de l'enfant sera de l'ordre de 3 mois. Ça marche. Il y a des questions relatives à d'autres essais cliniques qui ont lieu et notamment qui sont dans des phases qui sont un peu plus avancées. GTX-102, effectivement, a commencé sa phase 1-2. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Genetics Ultragenix, avec le même mécanisme d'antisens, a commencé donc sa phase 1-2 plus tôt. Donc, est-ce qu'on a un retour par rapport à cet essai-là et en quoi il se diffère de celui dont on est en train de parler, à savoir ALOS? Alors, donc, l'essai Ultragenix, on va très certainement l'avoir en France. Encore une fois, on ne peut pas être plus précis parce qu'on s'est positionné, on a été sélectionné. Pour le moment, on est encore dans l'organisation. C'est un autre oligonucléotide antisens. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune, en dehors de RAGO, il n'y a aucune raison scientifique pour qu'on ait des informations tant qu'une cohorte n'est pas fermée. C'est-à-dire que il y a possiblement des familles qui disent oui, j'ai essayé l'antisens Ultragenix, mais ça n'est pas des données de sécurité fiables, puisqu'on étudie la sécurité que quand on a fini une coordonnée.
Et donc là, aujourd'hui, il y a des inclusions dans d'autres pays. Aux États-Unis, l'ultragénique est ouvert. Il y a des familles, il y a des enfants qui sont inclus dedans. Mais pour le moment, les données, on n'a pas le paquet de données qui permettent de répondre à la question est-ce que la sécurité est parfaite? Oui, il n'y a pas eu de sortie d'essai, donc on peut dire ça. Mais on n'a pas de données fiable pour donner des données d'efficacité. De toutes les manières, une phase 1 ne permet pas de répondre à la question de l'efficacité. Ça marche. Derrière, il y a une question en fait sur il y a plusieurs questions sur peut-être rappeler en fait quels pourraient être les risques de toxicité et quelles pourraient être par contre les choses qu'on améliore. Je sais qu'on a déjà un peu couvert, mais… Ouais, mais pas de problème, pas de problème. Donc, la toxicité, elle est liée d'une part au geste, d'une part à la molécule. La toxicité liée au geste, c'est la ponction lombaire dans lequel on enlève du liquide céphalorachidien et on injecte un produit. Quand on fait ce geste, on a un risque d'avoir ce qu'on appelle un syndrome post-ponction lombaire, c'est-à-dire céphalée, vomissement, fatigue, qui peuvent être douleurs au point de fonction, qui peuvent être consécutives au geste. Donc ça, c'est principalement les effets liés au geste. Ensuite, on a les effets qui sont liés à l'oligonucléotide en tant que tel. Et aujourd'hui, les effets qu'on a pu voir sur les conséquences possibles d'un oligonucléotide, c'est ce qu'on appelle une réaction inflammatoire qui a été vue non pas dans cet oligonucléotide, mais dans un autre oligonucléotide qui avait été essayé précédemment, où on avait une réaction inflammatoire des nerfs des jambes avec une perte de la marche qui a été résolutive à l'arrêt de l'oligonucléotide. Évidemment, ils ont été obligés de reconsidérer les doses pour justement diminuer cette réaction inflammatoire. C'est ce qu'on sait aujourd'hui des effets secondaires, mais je rappelle que le but d'une phase 1, c'est de tester la sécurité, donc du coup de regarder ces effets secondaires. Donc en fait, on est dans le mode exploratoire. Tout symptôme qu'un enfant peut présenter au cours de l'essai sera potentiellement un effet indésirable. Et même question sur ce qui pourrait avoir de positif, par contre. Alors, c'est ça, on l'a dit, c'est le but, comme c'est un traitement moléculaire, puisqu'on est censé réactiver l'allèle paternel, on est censé compenser l'UBE3A qui est déficient. On sait, parce qu'on a des modèles de souris, on sait que après la naissance, même quand la maladie est déclarée, quand on réactive UBE3A, on peut récupérer quelques fonctions synaptiques. On n'est pas en train de dire qu'on va normaliser la maladie, on va l'améliorer. On ne sait pas ce qu'on va améliorer, puisque la maladie, elle s'exprime par un trouble moteur, un trouble de la socialisation, un trouble de la communication, une épilepsie et les troubles du sommeil. Tous ces symptômes peuvent être améliorés, ou un des symptômes peut être amélioré. Donc, chacun de ces symptômes va être testé par l'examen clinique, par les échelles d'efficacité qu'on va utiliser, qui vont être des échelles qui vont nous permettre de façon exploratoire, dire tiens, on voit un changement dans l'échelle de communication, on voit un changement dans l'échelle de sommeil, on voit un changement dans l'échelle de motricité. C'est peut-être un signal que l'antisens améliore la condition de l'enfant. Il va falloir que je le teste contre placebo. Et donc, du coup, je pose la question dans le cas d'un essai contre placebo, mais ça, ce sera le futur. Du coup, il y a des questions également sur les prochains essais. Donc, je sais qu'on ne sait pas encore exactement quels prochains essais on aura en France. Mais du coup, est-ce qu'il y a une intention que tout soit fait à Paris ou d'inclure également des centres investigateurs ailleurs en France? Alors, pour les essais, les 2 premiers essais, c'est clair que ça sera Paris. Pour le 3e essai, qui est un essai où il y aura un recrutement plus large, Marseille a été présélectionné. Encore une fois, on est vraiment dans le tout début. Donc, c'est une présélection. Ça ne veut absolument pas dire qu'on sera sélectionné après. Mais plus le nombre d'enfants prévus est important, plus on peut ouvrir de centres investigateurs. Plus le nombre d'enfants est faible, plus ce sera Paris-centré. Alors, il y a une question que je pense beaucoup de c'est de se dire oui, mais si du coup je prends cet essai-là et que ça ne marche pas, bah, du coup, je ne pourrais pas être dans l'essai d'après. Donc, comment je fais pour choisir? J'en ai pas la moindre idée. Et c'est clair que quand on est inclus dans le premier essai d'antisens, on ne peut pas être inclus dans le second. Ça, c'est absolument clair.
on n'a pas la moindre idée. Je crois que si je peux pas choisir, j'en sais rien, personne ne sait. Personne n'a comparé, n'a fait la comparaison l'oligonucléotide Ionis versus l'ultragénix, on n'en sait rien. On ne sait pas. Et personne ne sait. C'est-à-dire celui qui dit qu'il sait, eh ben, il se trompe. Ça n'a jamais été comparé. Également pour les enfants du coup qui démarreraient cet essai, y aura-t-il une continuité au-delà de cet essai-là? C'est le droit du patient. C'est-à-dire que tant que l'essai n'est pas fermé, tant qu'on n'est pas passé à l'étape de contre-placebo, ou tant qu'il n'est pas fermé parce qu'il y a une toxicité trop importante, ou n'importe quoi, les familles ont le droit, l'enfant a le droit à ces injections pendant toute la durée, jusqu'à ce qu'on passe à l'étape suivante. C'est le cas, par exemple, pour l'essai Roche. C'est ce qui s'est passé. Les enfants qui ont été inclus, oui. Et quand on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que si toutefois l'Ionis passait derrière en phase 2-3, est-ce que les enfants qui auraient été dans la phase 1-2 seraient du coup automatiquement... Ils continueraient, ils ne seraient pas contre placebo. D'accord. Je crois qu'il y avait également une question pour quelqu'un qui avait eu un vécu récent de ponction lombaire, où, de ce que je comprends, on lui avait demandé de ne pas bouger pendant 10 heures, et que du coup, chez un enfant, particulièrement un enfant petit et Angelman, ça risque d'être assez compliqué. Oui, il a raison. Effectivement, il y a la ponction lombaire, on essaye on essaye de demander aux patients et aux enfants de rester allongés, en général 2 à 3 heures max en fait. L'idée, c'est que, c'est pas 10 heures, hein. L'idée, c'est de minimiser les maux de tête et les vomissements. Il y a une sédation qui est prévue, justement pour ces ponctions lombaires, de manière à, d'une part, que l'enfant soit confortable, pas douloureux, et qu'il ait le moins de syndrome post-ponction lombaire possible. Donc, théoriquement, la sédation fait qu'il sera à peu près calme pendant 2 heures après la ponction lombaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été anticipé et qui ne posera pas de problème. Je crois que la dernière question, sauf si j'en ai raté dans le chat, c'était est-ce qu'on a un retour déjà sur les essais Roche, sachant que je pense que la question, mais Sonia, dis-moi si ce n'est pas le cas, concerne les essais Roche qui sont en cours, donc du coup sur l'antisens et non pas les essais Roche qui viennent d'être annoncés, donc Goliabat. Ok, donc l'essai Roche, donc on a un retour qui est celui qui a été fait à Miami lors du congrès mondial de FAST, où ils disent qu'ils sont donc ils ont eu 61 patients qui ont été inclus, ce qui était leur objectif. Ils sont en train, donc ils n'ont pas d'effet toxique majeur dans le sens où tous les patients, d'après ce qu'ils nous ont dit, ont continué. Par contre, évidemment, ils n'ont pas de données d'efficacité. Ils ont vraiment insisté là-dessus en disant la phase 1 ne sert pas à viser à l'efficacité. Et pour le reste, on n'a pas plus d'informations que ça. Il semblerait qu'ils ont tous les arguments pour continuer le développement, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Nous, on s'est positionné en disant si vous continuez le développement, on souhaite participer à la suite du développement des antisens de Roche. Alors, il y a une question qui est arrivée entre-temps, qui est une très bonne question pour tout le monde, je pense. C'est si on est dans un cas d'exclusion pour ce premier essai, peut-on quand même se positionner sur cette fameuse boîte mail de manière à pouvoir être candidat sur d'éventuels futurs essais? Alors ça, je dis oui, c'est-à-dire que par exemple, on a un enfant qui a 2 ans et demi et on se dit, bah, celui-là, c'est pas pour moi, mais comme je sais pas quels sont les critères d'exclusion pour le suivant ou les critères d'inclusion pour le suivant, je veux me mettre sur la liste parce que si je suis, en gros, on passera pas à côté. Ça, je vous dis tout de suite oui. De la même manière, j'ai un enfant qui a une dysomie unipérentale et puis manifestement, c'est pour moi. Ben non, il faut s'y mettre parce que quand il y aura l'essai, le 3e ou le 4e essai, de toutes les manières, on prendra la liste à 0. C'est-à-dire que le premier, OK, il était inclus, ou alors c'est une dysomie le premier, ben, on va inclure le premier qui s'est inscrit. Charlotte, je crois qu'il y avait une question sur la possibilité à terme d'avoir un médicament efficace en France. Et du coup, peut-être que vous pouvez parler des différentes méthodes thérapeutiques, etc.
Oui, enfin là c'est encore de la science-fiction. Là, on parle d'essais cliniques pour le développement de médicaments et on ne cherche même pas l'efficacité, on cherche que la toxicité. Je crois que le but à terme, évidemment, c'est d'avoir un médicament, mais on est encore très, 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 très loin de ça. Donc, c'est encore de la science-fiction. Je crois que tant qu'on n'est pas... Là, on est aux phases 1-2, encore une fois, toxicité, sécurité. L'étape suivante, ça va être efficacité, c'est-à-dire passer la barre psychologique de dire j'inclus mon enfant et peut-être qu'il sera sous placebo, ce qui est déjà, c'est très très dur pour la communauté d'enfants, de parents d'enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Imaginez qu'il est inclus dans un essai où il va avoir de l'eau pendant 3 mois, injecté par exemple, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire beaucoup de travail parce que on n'aura pas le choix, c'est des contraintes de développement des médicaments et ça va être un travail qu'il faudra faire avec toute la communauté pour accepter ça parce qu'on sera obligé de passer par là pour, à la fin, proposer un médicament qui sera efficace. Sinon, on ne pourra jamais proposer l'efficacité, on ne pourra jamais prouver l'efficacité. Donc, on n'en est pas encore à avoir un médicament efficace. Après, il y a deux questions. La première, qui est, du coup, si mon enfant est par exemple intégré sur la phase 1, j'ai vu une efficacité, du coup, si ça ne se poursuit pas, je vais régresser, c'est ça que ça veut dire pour mon enfant? Alors, si on inclut un enfant dans une phase 1, il a le droit de continuer pendant toute la durée de l'essai. La seule chose qu'il ferait arrêter, ce serait un effet indésirable grave, ce n'est pas la question qui est posée, que les parents refusent, continuent à arrêter, ou qu'il y ait une proportion d'effets toxiques très important dans l'ensemble de la cohorte qui fait que le labo dit OK, pour le petit gars là, c'est efficace, mais il y a plus de 50% des autres enfants qui ont eu des effets indésirables graves qui fait que cette molécule est potentiellement toxique et donc du coup il faut arrêter. Mais si on inclut un enfant et que les parents ont une impression d'efficacité, même si médicalement on ne peut pas le prouver puisqu'on est dans une phase 1, naturellement, il peut continuer jusqu'à ce qu'on passe en phase 3. Et du coup, je vais poser la dernière question, mais rassurez-vous, si toutefois il y a encore des questions, vous pourrez toujours les poser, comme je disais, dans la chatbox sur la page Facebook Fast France. On tentera au maximum de répondre à toutes les questions. Du coup, la dernière question, c'était pour savoir effectivement le process pour qu'un médicament soit approuvé en France. Est-ce qu'il faut que ça soit automatiquement en essai clinique en France? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais s'il a eu un essai clinique en France, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller convaincre l'ANSM qu'il peut être efficace. Le process, c'est quand même quand un médicament est approuvé, l'agence du médicament, que ce soit l'agence française ou l'agence européenne, elle va demander des études qui ont prouvé l'efficacité. Et plus on a d'études européennes, plus c'est facile de convaincre l'agence européenne que le médicament est efficace. Ils demandent régulièrement d'avoir des essais européens. C'est la raison pour laquelle les industriels veulent ouvrir des centres en Europe et qu'ils ne laissent pas tous aux US. Donc on a tout intérêt à faire des essais thérapeutiques en France. Ça va beaucoup simplifier la vie de la communauté. Super, merci beaucoup Nadia. Je pense que voilà, toute la communauté est ravie de vous avoir et de pouvoir commencer cette nouvelle étape effectivement sur le syndrome d'Angelman. Du coup, à la suite de ce webinaire, d'une part, on va mettre en ligne en fait ce webinaire, sur l'enregistrement de ce webinaire pour tout le monde sur place. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez aux différentes associations, que ce soit FAST, l'AFSA ou Syndrome Angelman France. On tentera au maximum d'y répondre. Et sinon, on redemandera à Nadia. Et également, on va mettre sur le site de FAST France l'ensemble des éléments qu'on a vus aujourd'hui, plus des Q&A, questions-réponses en fait, type, voilà, pour que vous ayez accès à ça, vous pouviez les revoir si besoin. En tout cas, merci à vous tous pour vous êtes très largement mobilisés pour ce webinaire. On était, je crois, plus de 80. Donc, voilà, j'ai envie de dire une nouvelle page qui se tourne. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.